On revient au problème qu'on avait posé tout à l'heure. Comment expliquer qu'on arrive avec 2 gènes à fabriquer des molécules aussi différentes les unes des autres? C'est ce document dans votre livre qui vous explique ce mécanisme de recombinaison des segments de gènes. Alors c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer d'y aller lentement et le plus clairement possible. Vous avez donc dans les cellules souches des lymphocytes B, là on est dans la moelle osseuse, ces cellules souches ont un gène codant pour un gène L, on va l'appeler, et un gène H. Mais en fait, quand on regarde en détail, le gène L est formé de plusieurs parties, le gène H est formé de plusieurs parties aussi, de segments. Et certains segments sont recoupés eux-mêmes en plusieurs morceaux. Donc le segment J ici, on y a mis 1, 2, 3, 4 morceaux. Bon, en réalité, il y en a plus. Segment V ici aussi, etc., etc. Donc ça, c'est l'ADN initial. Tout le monde a cet ADN. En fait, les cellules souches de lymphocytes B ont cet ADN. On est dans la moelle osseuse, il faut fabriquer des lymphocytes B naïfs. Et à ce moment-là, au moment donc de la fabrication des lymphocytes B naïfs, certains segments uniquement vont perdurer dans les lymphocytes B naïfs. Et ces segments vont être choisis au hasard. Alors, segment C, il n'y en a qu'un, mais par exemple, pour le segment J, il y a un des petits morceaux du segment J qui va être pris, uniquement. Un seul morceau du segment V va être pris aussi. Il se passe exactement la même chose pour la chaîne lourde, ce qui veut dire que le lymphocyte B naïf, concernant son gène L, concernant son gène H, ne comporte que quelques petits morceaux pris au hasard dans le gène d'origine. Ensuite, il va fabriquer, faire la transcription et la traduction pour fabriquer donc ces anticorps. Il va se servir uniquement des morceaux dont il a hérité. Ça se passe chez tous les lymphocytes B naïfs et ça se passe au hasard. Donc en fin de compte, vous avez de l'ADN au départ et cet ADN va être, on dit, recombiné, c'est-à-dire il va y avoir des petits morceaux qui vont s'associer au hasard pour former les gènes que vont utiliser les lymphocytes B naïfs pour fabriquer les anticorps. Bon, je ne sais pas si c'est très clair. J'essaierai de mettre ça par écrit de façon plus claire. Relisez votre livre aussi. Je trouve qu'il est pas mal fait sur cette partie-là, la partie court, hein, qui est assez bien faite. Alors, juste là, une parenthèse, des choses qu'on refera peut-être en classe, c'est l'utilisation de la spécificité des anticorps pour un antigène, donc pour faire des tests. Ici, c'est un test qu'on appelle un test d'Ouchterlony. On va faire diffuser dans la gélose des antigènes et des anticorps, donc des molécules qui se déplacent, ça se déplace très bien dans la gélose, ce sont les cellules qui ne se déplacent pas. On a fait donc je reviens d'abord là-dessus, sur le protocole, on fait des trous en fait dans cette gélose, et dans les trous, on y met soit des antigènes, soit des anticorps. En tout cas, il faut qu'il y ait d'un côté des anticorps et de l'autre côté des antigènes, dans un des trous des antigènes et l'autre dans des anticorps, pour qu'il y ait chance d'avoir une réaction positive, c'est-à-dire un arc de précipitation. Donc vous voyez qu'autour de chaque trou, les molécules diffusent, donc à partir de chacun des trous, dans tous les sens. Mais ici, il va s'effectuer une rencontre. Ici, les deux se sont reconnus puisqu'on a un arc de précipitation. Ici, vous l'avez en coupe, le petit puits avec les antigènes, les anticorps. Alors là, les antigènes ont diffusé plus vite. Il y en avait peut-être plus que les anticorps. Ou alors les anticorps étaient plus gros que les antigènes. Enfin, peu importe. Vous avez ici la rencontre. Ils se sont reconnus. Ils ont formé un complexe IMA.
Et c'est la formation de ce complexe immun, qui est donc un peu plus lourd, qui va laisser une trace, qui va précipiter et qui va laisser cette trace dans la gélose. Donc ici, on a un arc de précipitation, voilà. Donc ça a matché entre ce sérum, alors on peut imaginer qu'il y avait des anticorps dedans, et puis là, on a mis des antigènes. On voulait savoir si dans ce sérum, il y avait des anticorps spécifiques de ces 4 antigènes. Ben, il se trouve qu'en fait, il y a des anticorps dans ce sérum uniquement contre l'antigène D, puisqu'il n'y a eu un arc de précipitation que ici. Ici, les molécules ont diffusé, mais elles se sont croisées sans se reconnaître, et donc on n'a pas eu l'arc de précipitation formé. Donc si on en revient aux tests qui ont été effectués ici, donc c'est un document de votre livre, donc il s'agit de femmes qui sont enceintes, alors c'est pas encore des mères, hein, mais voilà. Donc elles sont enceintes, il y a 2 maladies qui peuvent, 2 principales maladies qui peuvent occasionner des séquelles au fœtus. La toxoplasmose, donc c'est un protozoaire, une espèce de parasite, je ne sais plus exactement d'ailleurs. Et puis vous avez un virus, donc le virus de la rubéole. On veut savoir si ces femmes qui sont déjà enceintes ont eu ces maladies. Donc si elles ont eu ces maladies, normalement elles possèdent des anticorps dans leur sang, des anticorps spécifiques contre chaque antigène. Donc on met l'antigène ici au centre et puis on met autour le sérum de plusieurs dames enceintes, un témoin négatif donc de l'eau, un témoin positif des anticorps anti-toxoplasmose. Donc ici on est sûr qu'on va normalement, si on a bien travaillé, on doit avoir un arc de précipitation, c'est le cas. Ici, si on a bien travaillé aussi, il ne doit pas y avoir d'arc de précipitation. C'est le cas aussi. Donc on regarde ce qui se passe pour les 3 dames. On s'aperçoit qu'on a un arc de précipitation entre le sérum de la dame 1 et les antigènes du parasite. Idem pour la mère, enfin la dame 3. Par contre, pour cette future mère numéro 2, pas d'arc de précipitation. Donc ça veut dire qu'elle n'a jamais eu la maladie. Ça veut dire qu'elle n'a pas les anticorps, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas protéger son fœtus contre ce parasite. Donc ça veut dire que pendant toute sa grossesse, il va falloir qu'elle fasse attention à ne pas avoir cette maladie, cette toxoplasmose. Pour la rubéole, donc même principe, on s'aperçoit que la mère numéro 1 ne l'a pas eu, la mère numéro 2 non plus. Et idem, il va falloir qu'elle fasse attention à ne pas l'attraper. Et c'est là que les vaccins sont bien utiles. Alors, pas pour elle, parce que c'est trop tard. Enfin, il me semble, je ne sais pas si elle peut encore se faire vacciner quand elle est enceinte. Mais par contre, c'est les autres. Vous voyez qu'un vaccin, ça sert à protéger les autres, puisque si vous êtes vacciné, vous ne pouvez pas transmettre la rubéole à ces 2 femmes. Par contre, si vous n'êtes pas vacciné et que vous avez la rubéole, eh bien vous pourrez leur transmettre cette maladie. Donc en fait, la rubéole, si vous voulez avoir des enfants, eh bien il faut faire un test avant d'être enceinte, savoir si vous l'avez eu ou pas, et dans ce cas-là, vous faire vacciner si ça n'a pas été le cas.